Notre installation est épouvantable. Le long d'un boyau qui relie celui de la Vistule à la tranchée de tir, de misérables trous pleins de vermine et de détritus de nourriture sont nos seuls abris. Le parapet est constamment découronné par des éclats d'obus de canons de tranchée. Il tombe avec cela une pluie fine qui nous glace, et le sol du boyau est tellement glissant que nous avançons en nous tenant aux parois. Plutôt que de geler sur place, je vais visiter le nouveau secteur. Nous sommes loin de l'ancienne première ligne devant Écurie. On sent ici que l'on est en pleine attaque, et que l'on ne s'attarde pas à aménager les ouvrages conquis. Toute l'activité des hommes est dirigée en effet vers la construction de parallèles de départ qui nous rapprochent de la tranchée allemande, qui forme un arc de cercle s'appuyant sur le moulin et la route de Lille, et dont le centre serait le carrefour des Tilleuls. C'est, d'après nos cartes, une suite de fortins solidement flanqués de mitrailleuses et protégés par de beaux réseaux de barbelés. 2 boyaux partis des Tilleuls accèdent à ces ouvrages qui paraissent très forts, bien que la plus grande partie disparaisse sous les très hautes herbes du coteau. De notre première tranchée, je regarde, dans un créneau, le terrain situé en face de moi. À 200 mètres environ, une masse brune, comme un gros tas de cailloux. C'est le moulin de Neuville. Puis, plus loin, une masse d'arbres, les Tilleuls, avec quelques toits rouges de télus pas trop endommagés, qui se profilent derrière les squelettes des arbres de la route de Lille, un peu à droite. Mais de la tranchée allemande, on ne voit rien. De hautes herbes, des coquelicots, des marguerites et des bleuets ondulent devant nos piles de fer et masquent complètement les défenses de l'ennemi. Nous, notre première ligne englobe le cimetière de Neuville, où, dans les caveaux, au milieu des bières démolies, tapis le long de notre mur d'enceinte, notre 22e brigade s'est héroïquement maintenue sous une avalanche de projectiles de toutes sortes. Puis, elle grimpe à flanc de coteau, face au moulin, et prend pied, un peu à notre droite, dans l'ouvrage de labyrinthe, au boyau de Bade. Ah, ça fait plaisir de retrouver Maurice Gabold, n'est-ce pas? Il est de retour dans le secteur, malheureusement pour lui. Mais décidément, nous jouons de malheur. Nous ne pouvons demeurer dans un abri qui s'écroule sur nous. Le bombardement incessant et irrégulier nous force à rester accroupis dans la boue. Les téléphones fonctionnent mal. Il me faut sans cesse aller à la Vistule. 2 boyaux y conduisent, les avenues Clodo et Vissec. Mais elles sont bouleversées depuis le matin par l'ennemi qui les a repérées et casse à chaque fois les fils téléphoniques qui les bordent. D'où la nécessité pour moi de ramper dans la boue, en terrain découvert, avec sifflement très désagréable de balles aux oreilles. Pour comble de malheur, la 4e se fait repérer dans l'Elbe, et un obus tombant sur un petit dépôt de grenades provoque une explosion qui ensevelit et tue quelques hommes, dont ce pauvre Ray, nommé Caporal Fourier depuis quelques jours à peine. Le capitaine Perret est assez gravement blessé, et Cornette prend le commandement de la compagnie. C'est bien assez mal débuté. Le 10 juin, Charles Mangin écrit à ses troupes. Soldats de la 5e division, votre élan superbe et votre inlassable ténacité ont réalisé mes prévisions. Vous vous êtes emparés, pierre par pierre, de Neuville-Saint-Va, village puissamment organisé et défendu, et vous avez démontré qu'il n'est pas d'obstacle à la vaillance française. Le général commandant l'armée, les généraux commandant les 20e et 3e corps vous félicitent. Je vous remercie. Je salue les morts pour la patrie. Et entre tous ces braves, le colonel Denis Larocque, tombé à la tête de son magnifique 129e régiment. Vous allez reformer vos rangs éclaircis, où de nouveaux soldats vont s'enflammer au récit de vos exploits, et vous préparer à d'autres combats qui seront décisifs. Ouais, la 5e division peut commencer à évacuer, car sa tâche est terminée, et elle a grand besoin de repos. Le même jour, Maurice Gabold écrit dans son carnet. Pluie, boue, bombardement, réparation des parapets écroulés, vomissements et dysenterie. Tel est le compte-rendu du jour. Le repas arrive plus incertain et moins appétissant. Les pauvres cuisiniers trébuchent dans des boyaux sous le fardeau des brochons et des seaux de viande. Le plus souvent, le vin est renversé, et ce qui reste est plein de terre et de boue. L'eau est contaminée un peu partout, et comme nous avons très soif et que nous buvons celle qui nous environne sur ce coteau empoisonné, il y a pas mal de malades. Des mouches de toutes couleurs et grosseurs nous environnent, et quand il pleut, se réfugient dans la cagna où ils nous piquent avec acharnement. Dans quel état allons-nous être le jour de l'attaque? De plus en plus, je comprends la nécessité de distinguer la troupe de secteur de la troupe d'attaque, car celui qui a tenu la tranchée et préparé l'attaque ne peut pas être celui qui l'exécute. Il y a là 2 éducations différentes à faire et 2 entraînements qui n'exigent ni le même âge, ni les mêmes qualités de soldats. 2 salles, 2 ambiances. Le 11 et 12 juin, alors que la 5e DI évacue, le reste des soldats creusent pour préparer l'attaque du 16. Des parallèles de départ sont établis.
Des sapes sont creusées, et le tout est immédiatement reconstruit dès qu'un obus tombe dessus. Classico-classique duel d'artillerie. Le 13 juin, la 53e division attaque sur le boyau de Lembourg. Malheureusement, les défenseurs sont prévenus par des tirs d'artillerie et ont placé leurs mitrailleuses en batterie. L'attaque ne peut aboutir, et les unités sont stoppées par des fils de fer intacts. Au même moment, Maurice écrit « Le temps est assez beau, et un peu de soleil durcit la boue de nos boyaux, ce qui la rend plus tenace aux pieds et parfaitement collante. Les cuisiniers nous ont apporté la veille un jeu de dames trouvé dans quelques colis du Touring Club, et nous occupons la journée dans des combinaisons qui rappellent des temps plus heureux. Le génie a construit près de nous une sape pour un officier supérieur qui y montera le jour de l'attaque. En attendant, certains y transportent leurs pénates. Mais comme elle n'est pas boisée, elle m'inspire peu confiance dans le terrain mouvant auquel le nôtre. Et je fais partie de ceux qui restent dans notre abri primitif. Notre coin est, du reste, continuellement bombardé par un petit canon dont on n'entend point le départ et dont l'obus produit une fumée ocre et lacrymogène. Serait-ce un avant-goût des fameux gaz ? Non. La nuit est bien longue à venir, et nous n'entamons les travaux qu'à 9h. L'on creuse cette nuit un 3e boyau d'accès entre Vissec et Clodo, qu'il faut en outre retaper tous les soirs. Nous installons, entre autres, une ligne téléphonique en plein champ, au ras du sol, où elle aura moins de chances d'être coupée que le long des parois des boyaux d'accès. Le besoin de sommeil a complètement disparu. C'est un des phénomènes curieux de l'extrême fatigue qui se produit sous l'effet de l'excitation nerveuse. C'est une sorte d'endurance extraordinaire qui vous maintient nuit et jour à l'état de veille avec le minimum de nourriture, mais dont le contre-coup dans les jours de repos brisera les jambes et anéantira le corps dans une torpeur accablante. Retrouvons Paul Viriot au 37e, placé près du village de Neuville-Saint-Var. Toujours ces obus qui sifflent sans interruption au-dessus de notre tranchée. Dans l'après-midi, 4 ou 5 explosent dans le chemin qui nous sert de tranchée. Heureusement que nous sommes bien aplatis contre le talus. Le soir, ravitaillement à Mareuil. Les canons Boche ne cessent de tirer sur Écurie et nos boyaux. Le passage est très délicat pour gagner nos emplacements. En revenant, j'apprends que 3 Nancéens viennent d'être tués. Ce sont le caporal Lagrange, Vess et Mazoyer. Louis et Charles sont blessés. C'est affreux, car j'aurais dû être à leur place. En effet, dans ce chemin creux, impossible de creuser un abri. La terre est trop friable et s'effondre lorsqu'explose un obus. Passer une journée comme ça n'est pas des plus avantageux, mais il faut s'y soumettre. Vers 10h du soir, au moment où la compagnie va partir en travaux, on appelle les hommes pour la corvée de la soupe. D'habitude, il y a de nombreux volontaires. C'est l'occasion de quitter la tranchée et la perspective d'une ration supplémentaire qui les incite à se présenter. Cette fois-ci, personne. Probablement parce que nos batteries préparent l'attaque et que les Boches répondent furieusement. Le fourrier s'impatiente de ne pas trouver ses volontaires habituels. Je ne sais pourquoi, un pressentiment peut-être, me pousse à faire cette corvée. Le fourrier en est tout étonné, car c'est ma première fois. Nous partons et non sans mal nous parvenons aux cuisines. Le retour est aussi difficile vu le bombardement. Ce n'est qu'à 2h du matin que nous regagnons le chemin creux, au moment où la compagnie rentre de ses travaux. Ma section rentre la première. Les premiers camarades qui m'aperçoivent me disent que j'ai eu un sacré nez de partir en corvée, sans quoi j'étais faisandé. Comme zonard, je suivais toujours le caporal, prêt à le remplacer en cas de malheur. Ce jour-là, le seul depuis 8 jours où j'étais absent, un obus de gros calibre explose sur la section. Vess, qui avait pris ma place, est tué, ainsi que 5 camarades. Joli tableau pour moi, et un petit miracle de plus. L'intuition d'un malheur m'avait décidé à faire cette corvée de soupe, et ce bizarre pressentiment, une fois de plus, m'avait sauvé la vie. Le 14 juin, aucun progrès n'est réalisé, mais l'artillerie française entame un faux tir de préparation. La 53e DI effectue un simulacre d'attaque, mais les Allemands ne mordent pas à l'hameçon, et les canons ennemis restent muets. Les officiers en profitent pour venir voir la première ligne ennemie, mais celle-ci reste invisible entre les barbelés et les herbes folles. Bien que l'état-major soit confiant en ce qui concerne l'offensive du 16 juin, les hommes sont inquiets, car si le 9 mai a eu des résultats grâce à sa préparation d'artillerie, là on mise sur l'élan des troupes et un éventuel effet de surprise. Ces fausses préparations d'artillerie continuent le 15 juin, et malgré la fatigue, les soldats préparent l'offensive générale. Et parmi les troupes venues en renfort pour l'assaut, il y a les soldats qui étaient là le 9 mai. Et oui, Henri Collin, Georges Baudin, Jules Delmas, Paul Viriot, tous reviennent dans cet endroit maudit et se préparent à remettre le couvert. Il faut savoir que dans cette bataille, depuis le 9 mai, les Français ont perdu 102 500 hommes, les Britanniques 32 000, les Allemands 73 000. Une bonne partie de ces corps ne peuvent être enterrés et la zone est un gigantesque charnier dont l'odeur est encore plus insupportable que les bombardements continuels.
Le 16 juin à 12h15, l'attaque générale est lancée. 200 000 soldats de 20 divisions se lancent alors à l'assaut après un barrage dantesque ayant détruit une partie des abris bétonnés allemands. L'écho de Paris relate cet instant épique. Nous étions face à un grand boyau, le boyau de Lambourg. Le 14 et le 15, nous avons creusé à 100 mètres une parallèle de départ. Entre notre parallèle et la ligne ennemie s'étendait un champ de coquelicots d'un rouge éclatant. Le 16, à 12h15, nos hommes sont sortis de la parallèle. Ils se sont dressés sur le talus et ont couru à travers les coquelicots. Ils ont atteint le boyau allemand et ils ont sauté dedans. L'opération a duré 3 minutes. Avec une belle précision, l'artillerie ennemie a aussitôt déclenché son tir. Mais le fantassin français garde ce qu'il tient. On s'est battu dans les tranchées de Lambourg et voisines l'après-midi du 16, la nuit du 16 au 17, la journée du 17 et jusqu'au 19. Finalement, tout cela est à nous après des alternatives diverses, et le labyrinthe nous appartient. Vous y avez cru ? Vous savez, il faut pas croire tout ce qu'on lit dans la presse. Premièrement, ils oublient de préciser qu'il n'y a plus un, mais 2 boyaux de Lambourg. Un à l'est et un à l'ouest. Voici ce qui s'est réellement passé si l'on en croit les rapports français et allemands. Déjà, d'après Georges Baudin, tous les hommes du 136e portent une bouteille contenant un liquide corrosif ou asphyxiant pour les Boches. Ah, mais t'as vu qu'on a encore sorti le vitriol? Bien évidemment, aucune trace de ça dans le journal régimentaire. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Maurice Gabold raconte: Enfin, voici un cycliste du colonel. H égale 12h15. Je cours à la compagnie porter l'heure initiale et révéler la montre du capitaine Vétiard. Que voulez-vous, Gabold, me dit-il. J'ai quelque idée que je défendrai la parallèle de départ. En effet, sitôt 12h15, la première se porte dans la parallèle abandonnée par les 2e et 3e et suit leur mouvement, pendant que tout le dispositif des vagues successives s'ébranle, 4e compagnie, puis tout le 26e qui occupe l'aile de la Vistule. 12h15. J'ai mis sac au dos et, tous rangés dans le boyau X, nous attendons les nouvelles. Savignac et Gavel sont partis avec leur compagnie et vont venir donner les premiers résultats. J'ai pris un périscope et de tous mes yeux je regarde, et la vision reste à jamais gravée dans ma mémoire. Les hommes accroupis dans l'herbe se lèvent et, en ligne, superbes de régularité, précédés de leur chef de section, courent dans les hautes herbes. Ils font 10 mètres environ, puis un crépitement d'enfer m'emplit les oreilles. Des balles de mitrailleuses déchirent l'air et viennent frapper le long du boyau d'où je continue à regarder éperdument. La ligne se brise, les hommes tombent, d'autres se couchent, d'autres reviennent et battent l'air de leurs bras, puis la ligne se reforme. On repart, et nouveau crépitement. Ainsi 3 fois devant mes yeux, puis tout disparaît. Les hommes sont couchés dans les herbes. Le crépitement cesse, et tout redevient calme. D'un bond, je suis à la parallèle que les blessés commencent à encombrer et vers laquelle ils ont afflué comme des animaux retournent à leur terrier pour mourir. Puis, brusquement, un feu infernal d'infanterie me surprend. On se couche autour de moi. Je rampe sur des blessés et une nouvelle m'arrive. Les Boches attaquent. Les voilà. Ma force est décuplée. Je retourne au boyau X comme dans un rêve, bousculant les pauvres blessés qui me le pardonneront, et préviens le commandant. Gavel vient d'arriver avec la même nouvelle. Que la première ne sorte pas, tel est l'ordre, et qu'elle tire devant elle. Le capitaine Vétiard avait dit vrai. Il défendra la parallèle de départ. Je retourne à la parallèle. Je suis comme ivre, je trébuche, les musettes et capotes sont en loques. J'ai le temps d'arriver au capitaine Vétillard et de lui faire passer l'ordre. En guerrier qui sait son métier, il était déjà exécuté, et les feux qui s'exécutent à côté de moi brisent l'élan des Boches. À côté du capitaine Vétillard, le buste en dehors de la tranchée, je tire moi aussi, et c'est avec joie, sans souci du danger, que j'aide à défendre les blessés sous nos pieds qui gémissent. Ah, quel inoubliable tableau! À la crête, émergeant des herbes, un grand Boche en polo donne de longs coups de sifflet qui règlent un tir de mitrailleuse. Il apparaît, disparaît, et, entre nous, dans les hautes herbes, se relèvent de temps en temps des nôtres tombés tout à l'heure et qui, pris entre deux feux, veulent se sauver à tout prix et tombent rapidement fauchés par nos tirs réciproques. Pas un mot, des yeux fous, des lèvres et des gorges sèches, puis des crépitements continus, tel est mon entourage. Nous tirons toujours, puis comme on n'entend plus rien, nous aussi nous le taisons. Et je retourne vers le commandant, à voir des détails et emporter. Dans le boyau, c'est une traînée de sang et des débris d'équipement, des corps étendus et crispés, au visage vert et aux lèvres exsangues. Je regarde tout ça machinalement et comme avec indifférence. Ah, l'horrible chose qu'est la guerre! Et comment peut-il y avoir encore un soleil de juin pour éclairer de tels spectacles? Plus au sud, les hommes montent à l'assaut du boyau de Lambourg et se font immédiatement faucher à coups de mitrailleuse. Certaines unités parviennent carrément jusqu'au moulin en ruine
mais les contre-attaques les font revenir à leur point de départ. Pour vous donner une idée, le 319e régiment d'infanterie perd pas moins de 227 hommes dans la journée. Des corps à corps indescriptibles éclatent dans tout le secteur. La situation est extrêmement tendue dans les deux camps. Du côté du moulin, laissons Henri Collin, le patron du 26e, nous raconter ça. L'attaque se déclenche à l'heure prescrite. Et comme nous devons automatiquement suivre la progression des unités de première ligne, je me porte à 14h au PC de combat de la 21e brigade, qui est à l'ouest de la route de Béthune, dans le boyau du chemin creux, parallèle 6. J'y trouve le général Aimé et nous y passons la journée ensemble. En effet, si à notre gauche l'attaque a réussi à progresser, par contre le 69e RI n'a pas pu avancer. La poussée en avant des unités du 26e RI, qui aurait fini par embouteiller les boyaux et rendre toute circulation impossible, a donc dû être arrêtée. En ce qui concerne le 37e, Paul Verriot a encore un coup de bol monumental. Retournons quelques heures en arrière. Vers 4h, je vois Camus, mon ami. Il me dit qu'ayant entendu parler que 2 vaguemestres étaient recherchés, il avait proposé mon nom pour le poste. Une hâte fébrile règne sur le bataillon. Nous attaquons demain matin, ma compagnie en tête. Nous recevons une ample distribution de grenades, cartouches et fusées. Nous rangeons le tout. À 20h, nous allons prendre place dans les loges qui nous sont réservées en première ligne à l'ouest du village. Mon sac est monté, ma musette garnie et les cartouchières pleines. Je songe avec inquiétude à ce nouveau combat qui va se dérouler demain. Avachi par tant de privations et d'émotions éprouvées depuis un mois. Je suis assis, la tête entre les jambes, immobile et perdu dans mes pensées, tel un condamné à mort qui vient d'apprendre que sa sentence sera exécutée le lendemain. Quelle est terrible cette appréhension. Toute une nuit à ruminer. Le criminel, lui, n'est prévenu qu'une heure avant. Mais qu'avons-nous fait pour mériter une chose pareille? Quelle faute devons-nous expier en ce bas monde? Pauvre petit rien, perdu au milieu de si grandes choses qui déferlent sur nous de tous côtés. Nous sommes broyés, cisaillés, pantelants et sanguinolents au milieu de la mitraille, abandonnés à nous-mêmes, sans secours ni consolation. Comme prière, les bruits de la bataille qui vous chantent un misère d'occasion. Une tape sur l'épaule me ramène aux réalités. Camus, l'ordonnance du colonel que j'ai connu à mes débuts de conducteur, me signale que l'adjudant vaguemestre cherche 2 hommes supplémentaires pour le service en ligne. Il m'a désigné au capitaine adjudant-major comme capable d'assumer le poste. Je suis ahuri d'une telle proposition, voire perplexe. Il est impossible qu'on relève 2 hommes juste avant une attaque importante. Demain, peut-être. Je le remercie chaleureusement de ce geste à mon égard et lui dis au revoir. Les heures passent, pesantes, angoissantes. 8h moins 10. Toujours pas de nouvelles. L'officier arrive, s'assure que tout le monde a son barda au complet et commande sac à dos pour le départ. Je suis en train de boucler mon sac, désespérant à jamais de l'aubaine entrevue. Les premiers hommes s'ébranlent lorsque le fourrier de la compagnie arrive comme un fou et demande des renseignements un peu plus loin. Soudain, il se rapproche, m'appelle et m'ordonne de partir vers Mareuil à la disposition de l'adjudant vaguemestre. Rivé sur place à cette annonce, je ne peux articuler un mot pour le remercier. Mes camarades me serrent les mains et me traitent de vénard. Voisin, mon caporal, a les larmes aux yeux. Je me sens coupable et lâche vis-à-vis d'eux. Vite, je m'échappe, car un contre-ordre est si vite arrivé. J'enjambe le boyau et cours comme un fou sans penser aux dangers qui m'entourent. Je traverse les batteries sans m'arrêter et coupe tout droit en direction de Mareuil. J'y arrive en nage à 23h et cours voir mes cuistots. Tout est endormi chez nos marmitons. Avisant un cul de four, je m'y engage. La fatigue et la joie font que je m'endors aussitôt. De bonne heure, je suis réveillé par un va-et-vient continu. Oh stupeur! Je suis entouré par plus de 150 rats. Reculant pour sortir, ces bêtes infâmes me passent sur le corps. J'aurais pu être dévoré dans mon sommeil, échapper aux boches et finir bouffé par les rats. Drôle de destinée. Les cuisiniers rient à gorge déployée. Ils m'expliquent qu'ils jettent là leur détritus, ce qui attire tous les rats du coin. À midi, je suis avec les vaguemestres. Au retour de l'un d'eux, en soirée, j'apprends que ma compagnie a été anéantie. Lieutenants, sergents, caporaux, soldats, tous morts. Les boches les attendaient derrière leurs barbelés intacts. Ils les ont laissés s'approcher, puis mitraillés à bout portant. Une hécatombe. Ceux qui se jetaient dans les trous d'obus étaient assaillis de grenades. Un vrai massacre. D'ailleurs, Baraban de Boussier-Rochenne, qui est conducteur, a écrit chez lui, disant que j'étais mort. Je pense honnêtement avoir eu une sacrée veine. Malheureusement, mes camarades n'ont pas eu cette chance. Je n'ai jamais revu, ayant fait presque 3 ans au 37e, de survivants de cette funeste journée. Un seul rescapé, la main droite coupée par une balle dès le début de l'attaque, en est revenu. Il s'est jeté dans un trou, y est resté pendant 12 heures sans bouger, et m'a certifié que pas un n'en était sorti vivant. À Neuville-Saint-Bras, on pousse sur les 5 chemins, mais rien à faire. En réalité, l'attaque du 16 juin a été un échec un peu partout. Sauf pour le 33e CA qui a réussi à gratter quelques tranchées.
Les combats continuent toute la nuit et à l'aube, les attaquants se replient, laissant 700 prisonniers français derrière eux. Le même jour, Falkenhayn envoie une note à l'armée allemande. D'après des renseignements fiables, les Français et les Britanniques poursuivront leur offensive à Arras et attaqueront également d'autres points de notre front. Il s'agira en partie de tentatives sérieuses de percée, en partie de simples démonstrations de force destinées à détourner l'attention. Sa Majesté attend des armées qu'elles déjouent ces tentatives partout avec la bravoure et la ténacité qui les caractérisent et qu'elles tiennent leur position. De manière générale, les armées ne peuvent compter sur des renforts dus au commandement de l'armée, dont les effectifs sont déjà très réduits. Ces renforts doivent être réservés aux situations d'extrême urgence. Je vous prie d'en tenir compte avant de soumettre toute demande au commandement de l'armée. Par ailleurs, la situation générale exige que les armées répartissent d'urgence tout renfort qu'elles pourraient recevoir. Bah ouais, pendant ce temps, les combats sur le front de l'Est continuent. Le 17 juin, les combats reprennent de plus belle, et dans l'après-midi, le 319e RI parvient à rentrer dans le boyau de Lembourg côté ouest, pendant que le 205e arrive à pousser côté est. Les soldats ne trouvent que peu d'Allemands, la plupart ont été tués par l'artillerie. Par contre, ils trouvent quantité de fusils sur le parapet, ainsi que des cigares et des cigarettes de luxe, dont ils s'emparent immédiatement. Le reste de la 53e DI rapplique et les relève, malgré la fatigue générale et un bombardement infernal. L'armée française annonce officiellement le labyrinthe capturé. De son côté, le 26e se prend un déluge de 210 et attaque à 16h, mais l'ennemi est sur ses gardes et ses mitrailleuses intactes tout comme les fils barbelés. Aucun progrès ne peut être effectué dans ce coin. Pour l'anecdote, le 17 juin, c'est l'anniversaire de Georges Baudin, et un peu plus tôt dans la journée, le destin lui a offert un drôle de cadeau. Pendant que nous revenions avec un blessé en plein midi, un obus Boche est tombé à 150 mètres environ sur un dépôt de munitions. Grenades, pétards, torpilles, tout vola en l'air, du joli travail, et une épaisse colonne de fumée noire s'élevait très haute. Ah, c'était le bouquet. Voyant qu'ils avaient réussi, les Boches retapent de plus belle encore. Le 18 juin, Jules Delmas retourne en première ligne avec ses hommes. 1 heure. Nous arrivons au boyau de l'Elbe bien connu où nous avons déjà séjourné fin mai. Je case ma compagnie dans des abris existants. Je me réserve un trou et m'y installe pour le reste de la nuit. À l'aube, les Allemands commencent à bombarder. Des coups tombent en avant de nous, dans le boyau de la Vistule et en arrière. 10 heures. Le bombardement continue. L'ennemi lance maintenant des obus asphyxiants. Nous sommes obligés de mettre nos masques protecteurs. Ce que Jules Delmas ignore, c'est qu'il vient encore de se prendre une arme expérimentale dans la figure. L'obus K1, un Meinen de 17 cm modèle 1912, un récipient en plomb chargé avec du chloroformiate de méthyle de chlore croisé avec d'autres substances chlorées. Ces projectiles produisent un effet à cheval entre le lacrymogène et le phosgène. C'est tout simplement un des premiers, si ce n'est le premier, obus véritablement asphyxiant, bien que techniquement les Français le classeront dans la catégorie des lacrymos. Certains de ces obus K1 seront récupérés et envoyés au laboratoire municipal de Paris, où son directeur, André Kling, nommera la substance palite. Palite parce que labo municipal. Bien, revenons à nos moutons. 20 heures, je reçois l'ordre de me porter à la nuit tombée en première ligne pour occuper le fameux cimetière de Neuville-Saint-Vaast. Nous partons vers 22 heures, cheminant un par un dans les boyaux d'accès. De temps en temps, une rafale de percutants nous encadre. On s'incline un peu, on baisse la tête et on continue. 23 heures, nous voilà au cimetière. Une à une, mes sections relèvent les unités du 37e et prennent les emplacements de combat. De ma personne, je m'installe avec le commandant Faure au poste de mon prédécesseur, dans un caveau à peine distant d'une vingtaine de mètres de la première tranchée ennemie. Je fais une ronde pour voir si tout est bien en place, et vers 3 heures, au lever du jour, je rentre prendre un peu de repos. Que de surprises vraiment, la guerre nous réserve. Nous voilà installés maintenant dans un caveau où nous allons vivre parmi les morts. Pour mon compte, je dors sur le cercueil d'une vieille demoiselle de 75 ans. Pendant que Jules Delmas relève le 37e dans le cimetière de Neuville-Saint-Vaast, ça cogne dans le labyrinthe. Les Français, malgré la pluie d'obus qu'ils se prennent, réussissent à se maintenir sur le boyau de Lembourg, alors que les copains sont bloqués à gauche sur le point B6 et à droite sur le carrefour 500. Le labyrinthe réserve bien des surprises, et Georges Baudin tombe sur un de ses secrets. Pendant notre tournée aux tranchées, à travers celles qui ont été prises le 9 mai, les Boches avaient établi derrière leur première ligne des portes en fer, même dans leur grand collecteur, sans doute pour empêcher leurs hommes de se sauver pendant nos attaques, ou plutôt nos balayages d'artillerie qui sont terribles, un feu d'enfer. Aussi cette porte est fermée, même cadenassée, pendant ce temps, et elle ne doit être ouverte que pour la relève et les corvées, soupes ou munitions. Dans différents secteurs, pareil système a été remarqué. Quelle idée tout de même. Ils pensent à tout ces sales Boches. C'est impitoyable d'être menés de la sorte. Il leur faut rester là, coûte que coûte, ou mourir.
Ils ont l'âme chevillée, c'est pas possible. De son côté, le bataillon de Maurice Gabold est relevé et part occuper les anciennes lignes françaises. Mais une fois arrivés sur place, un bombardement intense les surprend, et soudain... Tout à coup, un bruit formidable emplit l'air. Je me sens soulevé du sol, et me retrouve couché sur le dos, au fond du boyau que je parcourais pour trouver de plus vastes emplacements pour ma compagnie, pendant qu'autour de moi des morceaux de fer retombent au sol avec sifflement familier. Je me tâte et me retrouve intact, bien qu'abruti. Que vient-il de se passer ? Je regarde et vois s'élever en l'air un nuage opaque et blanc comme un gros nimbus dans le ciel bleu. Un obus a atteint un dépôt de torpilles et de munitions établi le long de la route, et c'est ce dépôt qui vient de sauter à quelques 100 mètres à peine. Je cours aux nouvelles et m'occupe aussitôt à porter secours aux victimes. Certaines sont complètement réduites en bouillie, beaucoup sont atteints, la plupart peu grièvement. Une corvée de territoriaux qui passait le long du chemin a été entièrement anéantie. Après cet effroyable spectacle, le bataillon est mené à l'arrière où il peut jouir d'un repos bien mérité. Côté allemand, Falkenhayn considère que l'attaque faiblit et qu'il faut s'attendre à ce que les Français retirent des troupes pour attaquer ailleurs. Cependant, le prince Ruprecht de Bavière et le général von Lorau ne sont clairement pas de cet avis et exigent plus de moyens pour continuer à tenir la ligne. Et contre toute attente, Falkenhayn a raison. Devant les résultats décevants et les pertes pharaoniques, Foch décide le même jour de suspendre temporairement l'attaque et donne l'ordre à la 10e armée de camper sur ses positions, le temps que les unités engagées se reposent. Et de toute façon, les stocks de munitions sont vides. Un rapport allemand indique que, entre le 3 mai et le 18 juin, la 10e armée française a consommé à elle seule 1 813 490 obus d'artillerie de campagne et 342 372 obus d'artillerie lourde. Durant la même période, la 6e armée allemande a reçu environ 1 903 000 obus d'artillerie de campagne et 272 000 obus d'artillerie lourde. Le 19 juin relève des unités, mais les Allemands en profitent pour contre-attaquer et regagner une bonne partie du boyau de Lembourg, à la fois à l'est et à l'ouest. Les troupes françaises évitent l'encerclement de justesse. Georges Baudin reçoit l'ordre d'aller évacuer des blessés du 69e, tâche qui le met en colère, comme s'il n'avait pas assez de boulot. Pendant que nous errons dans les multiples ramifications de boyaux de collecteurs de tranchées du labyrinthe pour arriver aux lignes occupées par le 69e, pas sans mal d'ailleurs car nous nous sommes perdus 3 fois, nous passons à travers un violent bombardement de nos tranchées. Nous ne nous arrêtons pas. Nous marchons quand même et courons plutôt, car les obus tombent sans interruption, à droite, à gauche, derrière nous, devant nous, partout où nous devons passer. Fichu pour fichu. Nous y sommes ? Grisés par l'odeur de la poudre, des explosions, des sifflements des leurs, des nôtres qui passent, on n'y distingue plus rien. On est plutôt abrutis. Allez, en avant. Nous continuons au petit bonheur. Notre tour est peut-être aujourd'hui ? Si nous devons en revenir, nous ne serons pas touchés. Un éclat m'est retombé dans le dos, bu à d'eux-mêmes. Heureusement qu'ils n'avaient plus de force. Nos blessés sont enfin chargés. L'orage cesse pendant notre retour et nous revenons manger la soupe à 14h30. Il est grandement temps car j'ai l'estomac dans les talons. Nous nous en sommes encore sortis cette fois-ci, mais nous ne savons pas comment. C'est que l'on ne devait pas être touché aujourd'hui. Du côté de Jules Delmas, c'est une autre ambiance. Une superbe journée de printemps s'est levée sur ce cimetière désolé de Neuville-Saint-Va. Dans ce champ de repos où la piété des familles avait enseveli des générations de morts, la guerre a passé. Les obus ont saccagé les tombes, les balles ont meurtri les croix, la pioche des soldats a retourné les allées. Plus rien d'intact ne subsiste. Mais, sur ce coin de terre dévasté, sur ces débris informes de toute espèce, le soleil de juin, indifférent à la guerre et à la dévastation, darde ses rayons ardents qui vont s'éclairer le fond des tombeaux béants. Dans le cimetière, j'ai 2 sections en soutien. Les 2 autres sont au contact de l'ennemi, dans 2 tranchées creusées en bordure même du cimetière et formant un angle droit à l'intérieur duquel se trouve précisément le caveau qui me sert d'abri. Ainsi, ce poste de commandement, rasé par 2 boyaux et placé à quelques mètres d'un carrefour important, à peine distant lui-même d'une portée de grenade de la ligne ennemie, est singulièrement dangereux. Que ma ligne cède sous une brusque pression et nous pouvons être pincés sur nos cercueils sans avoir le temps de crier gare. Et cependant, coquetterie de chef, nous ne voulons pas abandonner cet abri avancé. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Tout est pris. Il faut aviser. J'appelle Buga. Comment résumer ce personnage ? Il est caporal, volontaire, implacable. Delmas a une formule que je trouve très élégante. Il y a des hommes braves. Il y en a peu qui le soient sans effort. Buga est de cela. Ouais, c'est la classe. C'est le gars sûr, lui. Il lui ordonne de tenir le carrefour menant au cimetière et de ne laisser passer personne.
Buga veille, je suis rassuré. La première journée s'écoule sans incident. En l'honneur de la vieille demoiselle qui nous tient compagnie dans notre poste, nous baptisons irrespectueusement ce dernier le caveau de la vieille fille. Et figurez-vous que ce nom va rester dans les annales. Le 20 juin, alors que les Français tentent de se réorganiser, un barrage démentiel vient taper sur les premières lignes. Certains projectiles n'explosent pas et libèrent un nuage de gaz empoisonné, probablement des obus K1. Dans le labyrinthe, mais aussi dans le cimetière, en témoigne Jules Delmas. Nous avons passé la nuit à nous organiser un peu dans notre cimetière. Il faut creuser des communications, renforcer des parapets, matelasser les niches des hommes, car c'est vraiment un endroit de mort que ce coin prédestiné. À chaque instant, de gros obus tombent, pulvérisant tout. Et par surcroît, les Boches nous envoient soit des gaz asphyxiants, soit d'ignobles projectiles qui produisent des dégâts terribles. Ces engins, dénommés crapouillots par les troupiers, en raison de la forme écrasée des canons courts qui les lancent, arrivent sans bruit, mais sont nettement perçus par l'œil durant leur trajet dans l'air, en raison de leur masse et de leur vitesse extrêmement faibles. L'effet n'en est que plus impressionnant, car on a la sensation de voir la mort par écrasement vous tomber dessus, sans qu'il soit possible de l'éviter. Le lieutenant-colonel Collin, qui est désormais installé dans le boyau de l'Elbe, écrit dans son carnet « À partir de 10h, le bombardement reprend très violent, et c'est au milieu de ces explosions qui vous martèlent le crâne que nous travaillons toute l'après-midi, le capitaine Sivot du génie et moi, à l'organisation des travaux sur mon secteur. C'est bien en effet un nouveau secteur qu'il va falloir organiser, car nous sentons que notre offensive n'ira pas plus loin. » Le 21 juin, une troupe de chasseurs tente de conquérir l'intégralité du boyau de Lembourg, mais ils sont repoussés. S'ensuit un déluge de feu allemand qui détruit la plupart des boyaux d'accès menant à la première ligne. L'artillerie française ne peut répondre que faiblement, et la 53e DI perd 150 hommes. Jules Delmas en fait les frais. Vers 17h, violent bombardement ennemi. Un projectile tombe sur le parapet de combat, ensevelissant une escouade. Les voisins se précipitent pour relever leurs camarades. Il y a, hélas, du même coup, 3 morts et un blessé grièvement à la cuisse. Mauvaise journée. Je me demande si la possession du cimetière vaut tous ces sacrifices. Mais le commandement en fait une question de principe et d'exemple. Il ne veut le lâcher à aucun prix. Il faut en prendre son parti et faire face à la situation. Pendant la nuit, les Allemands lancent un grand coup de main pour reprendre la partie ouest du boyau de Lembourg, sans grand succès. Le bombardement continue le 22 juin, mettant hors service 70% de l'artillerie tranchée dans le labyrinthe, et embarrasse sérieusement les Français qui ne peuvent répliquer convenablement. D'une part, les réserves d'obus lourds s'amenuisent, d'autre part, aucun avion n'est disponible pour guider les tirs. Jules Delmas témoigne. Le bombardement par Gros Meinen continue, implacable. Les guetteurs sont vigilants et les hommes avertis à temps peuvent, dans une certaine mesure, se garer. La manœuvre est simple. Elle consiste, dès que le projectile est annoncé, si l'on se trouve hors d'abri dans le champ probable de l'explosion, à se coucher à plat ventre. Si le bolide vous tombe dessus, c'est l'anéantissement. Dans le cas contraire, on a des chances de s'en tirer avec une formidable commotion. En réalité, il faudrait pour les deux sections en soutien dans le cimetière, les deux qui sont en avant étant moins exposés, des casemates à l'épreuve de ces terribles engins. Mais en raison de la formidable puissance d'écrasement de ces derniers, il ne faut pas songer à construire ici de tels refuges. Et les 2 ou 3 caveaux relativement solides dont nous disposons sont tout à fait insuffisants. 15 heures. Pour la première fois, un Gros Meinen tombe du côté de la première ligne, en avant de mon caveau. Un coup égaré, car les Allemands ne peuvent pas, avec des projectiles si peu précis, viser cette tranchée sans risquer de démolir les leurs, vu la faible distance qui les sépare. L'explosion est telle que mon caveau chancelle. Au cri, je comprends que l'obus a frappé dans le vif. Je cours au point de chute. Le boyau est effectivement nivelé sur plus de 5 mètres. 4 hommes ont été enterrés vivants, et parmi eux, 2 frères jumeaux de la classe 1914, qui ne se quittant jamais, montaient la faction ensemble. On déterre hâtivement les ensevelis. 2 n'ont rien ou presque. Le 3e, évanoui debout dans la masse de terre qui le recouvrait tout entier, revient très vite à lui. Mais le 4e, un des 2 jumeaux, a été tué par l'explosion, ou déterré trop tard, est mort asphyxié. La douleur de son frère fait peine à voir. Il pousse des cris de pauvre bête traquée, et je ne sais comment le consoler. Je le fais porter dans mon caveau. Là, brisé par le choc, l'émotion et la douleur, il s'endort en pleurant. En vérité, ce cimetière est un lieu maudit, et depuis que nous sommes là, je suis hanté par la parole du psalmiste. Terribilis est iste locus, qui me perce l'esprit comme une vrille. De son côté, Georges Baudin passe une journée somme toute assez tranquille, lorsque tout à coup... Vers 17h, nous entendons distinctement les coups d'une mitrailleuse qui semble venir au-dessus de nous.
En effet, en levant la tête, nous apercevons plusieurs de nos aéros qui font la chasse avec les Taobe. Nous regardons et au bout d'un moment, nous voyons très nettement un de nos oiseaux descendre et se retourner. Il est blessé à mort. Quelque chose se détache et tombe. C'est sûrement le moteur, et de tous côtés, l'hélice est projetée ainsi que des morceaux de toile provenant des ailes. L'appareil prend feu et les aviateurs sont tués. Le drame se déroule dans nos lignes, près de la route de Béthune. C'est malheureux, mais tant pis, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Le 23 juin à midi, le barrage semble enfin se calmer, ce qui permet aux Français de manœuvrer et d'étudier une possible contre-batterie pour la prochaine fois. On peut considérer que la bataille est terminée, même si des échanges de tirs resteront continuels. En attendant, Jules Delmas est toujours en première ligne avec ses hommes, et malgré les demandes au colonel, il n'est pas prêt d'être relevé. Nous allons donc vivre ici encore quelques temps. Il faut s'y résigner et s'organiser au mieux. L'idéal serait de faire croire aux Boches que le cimetière n'est occupé que la nuit et évacué le jour. Peut-être alors nous laisseront-ils en paix. Donc, d'avoir 2 jours en ligne où nous risquons des pertes que quelques guetteurs et le poste de grenadier de Buga au carrefour d'étrangers, oublier tout le reste dans le cimetière. Et là, faire les morts. Mais ces gens entassés, il faudrait les mettre à l'abri. Sinon le remède serait pire que le mal. Que faire? Une idée. A-t-on ouvert les caveaux? Que n'ai-je songé à cela plus tôt? Je fais appeler le sergent de Folleville, architecte de son métier. Je lui expose mon plan. Et maintenant, allez fouiller les tombes, et dites-moi ce qu'on peut y trouver encore d'habitable. Au bout d'1 heure, de Folleville revient et me déclare qu'à son avis, les caveaux confortables doivent exister dans la grande allée centrale, particulièrement encombrée de débris et non explorée. Son raisonnement est simple. Neuville-Saint-Va, village aisé, avait un cimetière luxueux, assurément pourvu de bons caveaux qui doivent, suivant l'usage, border la grande allée centrale. Ainsi, les hommes de Jules travaillent toute la nuit pour ouvrir les caveaux de l'allée centrale et les transformer en abris de tranchées. De son côté, Henri Collin a reçu l'ordre de retourner en 2e ligne. En effet, l'attaque étant arrêtée, le commandant juge inutile que les colonels restent en première ligne. Et soudain, le soir, un obus tombe sur un dépôt de matériel et de munitions de l'ouvrage en cœur. Les torpilles sautent, et comme c'est très près de mon PC, nous recevons une secousse terrible. C'est un magnifique feu d'artifice dans la nuit. le 24 juin, une mission de journalistes russes viennent visiter le secteur. Le soir venu, un bataillon de chasseurs parvient à réoccuper la partie ouest du boyau de Lembourg. Fun fact, une équipe du 2e chasseur qui jusque-là avait bien progressé s'est retrouvée sous les grenades du 26e, en plus de celles des Allemands, ce qui les ont forcés à se replier. La boulette. C'est que le 26e est de sortie ce jour-là. Georges Baudin témoigne. Nous apprenons que ce soir, il y a une attaque pour notre 2e bataillon à 19h. Maintenant, plus de coups de fusil. On y va à coups de grenades, pétards, bombes asphyxiantes, torpilles, etc. Nous suivons l'exemple des barbares qui sont devant nous. Contre eux, tous les moyens sont bons. Henri Collin raconte cet assaut. À 19h, le 2e bataillon attaque sur le chemin des Moulins, par le boyau de Bade et C6. Après une préparation de toute l'après-midi, exécutée par l'artillerie divisionnaire 39 et 4 crapouilleux de 58. Les 7e et 8e compagnies progressent à coups de grenades jusqu'à ce qu'elles soient arrêtées par les fils de fer. À 21h, c'est un tintamarre de tout le diable. Fusillade, éclatement de grenades, canonnade très violente. L'ennemi nous arrose de fusants. À 1h du matin, l'ennemi exécute une contre-attaque, sans succès. Le 25 juin, la journée est très calme, et les troupes reçoivent l'ordre de rétablir les communications détruites par le barrage des jours précédents et d'aménager le terrain conquis. Les Français ont parvenu à garder la partie ouest du boyau de Lembourg et à la relier avec des sapes à la parallèle numéro 5, c'est-à-dire l'ancien lieu-dit Les Buissons. Ils posent désormais des barbelés et creusent des abris pour rendre la zone inviolable. C'est officiel, la seconde bataille d'Artois est terminée. Les Français ont gagné 20 km² de terrain en tout pour tout. Mais le peuple a besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Alors on parle de cette histoire dans les journaux comme d'un exemple d'héroïsme et de bravoure. On ne parle pas de perte ni de souffrance, on parle de